Alors, chers téléspectateurs, retour à notre débat principal pour aujourd'hui. On va parler des perspectives de collaboration entre la Chine et le continent africain, étant donné que la semaine dernière, Pékin a accueilli le sommet sino-africain avec presque 52 pays africains qui étaient présents afin de discuter de plusieurs dossiers de développement durable. La Chine a promis 60 milliards de dollars au continent. Le président Xi Jinping vantant une aide sans condition, selon lui, face aux critiques de l'Occident. Afin de mieux analyser cette initiative et qu'est-ce que le continent africain attend d'une telle aide ou d'une telle collaboration, nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui M. Alfred Camus Djasnan, qui est rédacteur en chef d'un magazine et expert en affaires africaines. Bienvenue à notre programme. Bienvenue, merci. Alors là, on parle de dirigeants de 53 pays africains qui ont fait le trajet pour aller à Pékin, discuter avec la Chine d'un plan complet de développement du continent basé sur une promesse de la part de la Chine d'aide sans condition. Tout d'abord, je voudrais savoir, selon vous, est-il possible d'avoir un plan de développement ou d'aide sans condition? Oui, parce que merci d'abord de m'avoir donné l'opportunité de venir m'exprimer sur cette question. Bon, pour les dirigeants africains qui ont eu à se déplacer de l'Afrique pour aller en Chine, participer à ce grand sommet, je crois que c'est le 7e sommet organisé par la Chine pour pouvoir parler des investissements chinois envers l'Afrique. Vous savez que la participation en pompe des chefs d'État africains, c'est un souffle. Et la Chine, c'est une alternative pour les États africains. Après avoir vécu des déceptions de certains partenaires de l'Afrique, que je ne voudrais pas citer. Donc l'Afrique, avec surtout que la Chine a promis 60 milliards de dollars pour pouvoir augmenter ses investissements en direction de l'Afrique, c'est une bonne nouvelle, surtout pour le continent africain. Oui, alors là, pour avoir une relation gagnant-gagnant entre la Chine et l'Afrique, il faut avoir la même vision également, même perspective du développement. Qu'est-ce que le continent africain attend de la Chine à travers ces 60 milliards de dollars, également à travers d'autres projets d'industrialisation? Et est-ce que c'est la même vision de la Chine du continent? Bon, jusqu'à là, ce que nous pouvons dire, c'est que la Chine a aidé beaucoup des États africains, tout comme l'Égypte, ou bien quelques États africains à s'émanciper dans le domaine industriel, que ce soit dans les domaines des grands travaux, les constructions des routes, des stades de football. Donc nous avons eu pas mal de réalisations de la Chine, le concret. D'ailleurs, même l'homme de la rue en Afrique, il apprécie la Chine. Le seul côté que nous pouvons reprocher à la Chine, c'est le côté de traitement de certains de leurs employés africains au niveau de leurs investissements, au niveau des travaux. Donc, parce que vous savez que si la Chine fait du bon boulot en Afrique, il y a aussi des côtés négatifs à souligner. Donc, nous pouvons reprocher un peu le cas de traitement des employés dans des... Est-ce que là, vous parlez des cas de former la main-d'œuvre, par exemple? Oui, non, je ne parle pas de former les main-d'œuvre, parce que les Chinois, ils forment bien les Africains, mais c'est au niveau du traitement, les salaires. Traitement, parce que les Chinois, des fois, en complicité avec certains États, ils versent des pots de vin pour pouvoir avoir tout le contrôle sur les employés. Les employés africains qu'ils emploient dans leur chantier. Alors, ce sont les législations régionales qui doivent être vraiment plus fermes. On interpelle maintenant certains chefs d'État ou soit certaines organisations de défense des droits de l'homme et tout, pour interpeller ce côté-là.
Oui, alors si on parle côté concret, quand vous l'avez mentionné, on peut dire que ce géant asiatique a déjà investi annuellement Beaucoup, en Afrique oui. depuis, oui, précisément depuis 2015, la Chine a beaucoup investi dans les infrastructures, que ce Ouais, soit ouais. routes, chemins de fer, ports et également des pôles industriels. Alors là, on peut dire que ça, c'est un pas positif. C'est un progrès parce que si je me rappelle, je me souviens bien, la Chine en 2017, l'année passée, le taux d'échange dépasse largement les 150 milliards de dollars. Donc ça c'est le taux d'échange commercial entre la Chine et l'Afrique. Et ce n'est pas uniquement Et c'est pas l'exploit de matières premières de l'Afrique, mais également le taux l'industrialisation. d'échange, je parle là, je parle de Oui, taux d'importation, d'exportation entre la Chine et l'Afrique. oui, Maintenant, importation de la oui, Chine, on peut oui, dire oui oui, que c'est oui. bien. Exportation vers la Chine, comment vous le voyez ce dossier? Oui, c'est aussi bien parce qu'on ne peut pas avoir de l'exportation sans importation et d'avoir un grand taux. Et jusqu'à 2018, nous parlerons maintenant de 200 milliards, dans les 200 milliards de dollars, les taux d'échange. Oui. Et à l'horizon 2020, la Chine compte atteindre les 400 milliards de dollars. Donc, vous voyez, c'est un montant vraiment conséquent. Oui. Ouais, Alors qui également, permettra à l'Afrique oui, de s'envoler. Ouais. oui, parmi les 60 milliards de dollars supplémentaires promis par la Chine figurent deux fonds de crédit de 20 milliards de dollars consacrés à la finance du développement et également au financement des importations justement de biens africains qui seront créés. Quand on parle biens africains, est-ce qu'on parle là de biens fabriqués ou toujours c'est le même piège de matières premières? Bon, les biens, bon, c'est pas encore bien clarifié, mais généralement la Chine a beaucoup plus besoin des matières premières en Afrique. Donc on ne peut pas parler des biens ressources humaines, parce que s'il s'agit de parler de ressources humaines, la Chine en dispose assez. Donc si je vois bien, c'est les biens ressources naturelles. Très bien. Avec ce plan prospère et enthousiaste, on entend parler quelques critiques qui viennent de la part de l'Occident, qu'on passe par une ère de néocolonisation, que la Chine est là pour occuper de point de vue économique l'Afrique, pour exploiter le continent. Alors, c'est très clair que l'Occident n'est pas tout à fait heureux de cet accord ou ces accords entre la Chine et l'Afrique. Est-ce que ces accusations sont fondées? Moi, à mon avis, elles ne sont pas fondées, ces accusations. Parce que la Chine, si je me rappelle bien, la Chine n'a même pas atteint ce qu'on appelle quart de siècle d'investissement en Afrique. Donc, en ce qui concerne des investissements conséquents en Afrique, la Chine est entrée dernièrement en Afrique. C'est le dernier des continents vraiment entré en Afrique dans le domaine des investissements. Oui. C'est parlant des Occidentaux, soit les Européens ou soit les Américains, ils étaient depuis longtemps en Afrique, surtout les Européens. Ça fait des siècles qu'ils sont en Afrique, mais qu'est-ce qu'ils en ont fait? Rien du tout. Ce n'est pas du concret. Ils se focalisaient beaucoup plus à avoir de l'influence politique. Oui. Oui, l'influence politique et le pillage des ressources naturelles de l'Afrique, sans toutefois entrer dans le concret. Faites seulement un tour en Afrique, demandez maintenant aux Africains, l'Africain de la rue, demandez son avis par rapport entre la Chine et les Occidentaux. Ils sont en Afrique, mais ils n'ont rien fait en Afrique. Alors, vous croyez qu'actuellement, avec cette nouvelle perspective de collaboration entre l'Afrique et la Chine, que peut-être les Occidentaux, plus précisément les Européens, vont changer leur plan d'action? Il est bien vrai qu'ils soient jaloux, mais cette jalousie doit être accompagnée des pas concrets. des démarches réelles
pas une accusation sans démarche réelle. Ils doivent changer leur comportement. C'est vrai que l'Occident, par exemple, avait beaucoup investi en ce qui concerne, par exemple, la culture, l'enseignement en Afrique. Non, c'est des investissements trop hypocrites. C'est ce que moi j'appelle des investissements hypocrites qui retournent toujours en leur direction. Et ça va toujours en leur faveur. Vous voyez, ça n'arrange pas trop. La Chine a la réelle volonté d'investir en Afrique, mais il y a toujours des blocus sur la Chine. Vous voyez que la Chine investit massivement en Égypte aussi. Oui, bien sûr. N'oubliez pas qu'en 2016, le taux d'échange entre la Chine et l'Égypte atteint les 7,6 milliards de dollars. C'est énorme aujourd'hui. Aujourd'hui, je crois que ça doit dépasser les 10 milliards. Ça doit dépasser les 10 milliards, c'est beaucoup, surtout entre les grands pays, les grandes puissances en Afrique. Surtout, bon, je parle de l'Égypte, l'Afrique du Sud, le Nigeria. La Chine a beaucoup d'investissements là-bas. Oui. Donc, le réel problème, c'est le problème de la sécurité. Donc, la Chine doit, moi, ce que j'en appelle à la Chine, c'est d'aider beaucoup plus les pays africains à avoir leur sécurité d'abord, et ensuite, elle pourra mieux investir en Afrique parce qu'il y a des problèmes de sécurité qui empêchent les Chinois d'investir massivement en Afrique. Sécurité, vous parlez du point de vue lutte contre le terrorisme, par exemple? Oui. Parce que on n'est pas sûr que la Chine adapte une politique qui encourage l'implication dans des plans de lutte contre antiterroristes. Non, parce que là, avec le temps, elle sera forcée d'agir. Parce que pour protéger ses investissements, elle sera obligée d'agir. Parce que c'est l'insécurité menace ses investissements. Parce que là, la Chine est en train d'investir massivement. Donc, il va falloir sécuriser ses investissements. Oui. Alors là, je dois citer quelques paroles du président français Emmanuel Macron quand il a dit que l'Afrique actuellement ne doit pas dépendre d'une autre puissance qu'elle-même. C'est-à-dire que pour avancer ou pour la lutte contre le terrorisme, il est le temps de ne pas avoir recours ni aux Occidentaux, ni à une autre puissance comme la Chine, par exemple, et que les Africains doivent œuvrer ensemble. Moi, je ne soutiens pas cette déclaration. Oui, parce pourquoi? Bon, c'est une déclaration beaucoup plus hypocrite parce que la France d'Emmanuel Macron, c'est cette France qui a proposé le plan G5 Sahel, le projet G5 Sahel. Oui. De lutte contre le terrorisme. Oui. C'est la France qui a initié ce projet avec les autres chefs d'État africains de la zone Sahel. Oui, la France s'ingère dans les affaires politiques africaines. Pourquoi pas d'autres puissances? Pourquoi pas d'autres puissances? Maintenant, il revient maintenant à l'Africain. Il revient maintenant aux Africains avec qui traiter et avec qui l'Afrique aura ses intérêts. Il ne s'agit pas de laisser telle puissance aller avec telle puissance, non. Il revient maintenant. Et les Africains aujourd'hui, ils le savent. Quelles sont ces puissances, avec quelles puissances ils peuvent avoir des bons accords, des accords dans le respect des droits humains, des droits de l'homme, et que ce soit dans le droit d'échange. Vous voyez, la Chine aujourd'hui vous parle de partenariat gagnant-gagnant. Oui. Mais la France n'a jamais proposé un partenariat un jour. La France impose ses partenariats aux chefs d'État africains. Oui. Et comment la France n'a pas le droit de s'exprimer sur le partenariat Chine-Afrique? Il revient à l'Union africaine de s'exprimer sur ce partenariat. Oui, justement. Et non, la France s'exprime en tant que qui? La France est au même rang que les Chinois, que ce soit les Américains, que ce soit les Russes. Donc moi, pour moi, à mon avis, c'est pas une déclaration un peu... elle n'est pas trop... Mais je vais vous dire pourquoi. Moi, je trouve cette déclaration un peu logique. C'est que, comme vous l'avez mentionné, il y a des institutions africaines qui peuvent vraiment prendre la relève, comme l'Union africaine, également la Banque du développement africaine, qui peut œuvrer pour le bien du continent si les pays africains sont solidaires l'un à l'autre. C'est que moi je trouve que les Africains, chaque État essaye d'avoir un partenariat seul
avec une autre puissance qui vient de dehors. Ce n'est pas les Africains qui veulent œuvrer ensemble à travers l'Union africaine, justement, pour être une seule puissance forte. Est-ce que c'est vrai? Bon, le problème de l'unité africaine, voilà, et tout, c'est un problème qui date de très longtemps. Mais nous espérons qu'aujourd'hui, l'Afrique est en train de plusieurs ethnies, de plusieurs... Avec l'évolution des réseaux sociaux et tout, l'Africain commence à mieux comprendre. Justement, à se connaître. À se connaître, on ne se connaît pas. Donc, actuellement, ce qu'il faut, il faut demander à l'Union africaine, c'est l'autonomie. L'Union africaine doit être autonome. Autonome. Elle ne doit pas dépendre de n'importe quelle institution que ce soit, ou soit de l'Union européenne qu'elle en dépend directement. Parce que l'Union africaine, jusqu'à aujourd'hui, c'est la question majeure au sein de l'Union africaine. C'est l'indépendance de l'Union africaine. Ce problème a été longtemps soulevé, mais jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de suite. Parce qu'il y a quelque part des ingérences européennes directement au sein de l'Union africaine. Autrement dit, Macron s'exprime sur le partenariat Chine-Afrique parce que, d'autre part, la France est mieux placée pour connaître ce qui se passe en Afrique. C'est pour cette raison que la France s'exprime. La France s'exprime en tant que colonisateur. N'est plus. Non, mais pourquoi elle s'exprime oui, si la France n'était pas le colonisateur, la France devait se taire, mais pas de s'exprimer. Ça, c'est ce que, à mon avis, je trouve de sage. La France devait se taire. Mais le fait que la France s'exprime déjà, cela témoigne déjà que la France, ou soit l'Union européenne, a des influences sur l'Union africaine. Donc, c'est pourquoi, à mon avis, je voudrais dire toujours qu'il faut beaucoup plus encourager le projet initié par l'actuel président de l'Union africaine, le président Paul Kagame. Il faut vraiment, c'est un projet depuis longtemps initié aussi par l'ex-président de l'Union africaine, Robert Mugabe. Ça a été soutenu par pas mal de chefs d'État, le chef d'État du Tchad, Idriss Déby, consiste à libérer l'Union africaine des supports, que ce soit de l'influence extérieure. Doit l'être. Oui, en principe, l'Union africaine devait être libre. Mais jusqu'à présent, ce projet n'a pas été voté parce qu'à chaque fois, il faut revoir. Parce que quelque part, il y a des influences extérieures. Oui. Voilà. Alors, vous êtes expert en affaires africaines, mais également vous êtes rédacteur en chef d'un magazine. Alors là, je voudrais parler d'un projet dont on a parlé et dont l'Égypte avait parlé il y a longtemps. C'est de créer une chaîne de télévision africaine qui regroupe tous les pays africains et que cette chaîne va être lancée ou devait être lancée sous l'égide de l'Union africaine en arabe, en français et en anglais, en entamant après d'autres langues ou d'autres dialectes de l'Afrique. Comme ça, on se connaîtra mieux. Jusqu'à maintenant, c'était en 1993. Jusqu'à nos jours, ce projet n'a pas été réalisé et je ne sais pas quels sont les obstacles afin de réaliser un projet pareil qui peut vraiment contribuer, comme vous l'avez mentionné, à mieux se connaître entre nous les Africains. Parce que même si on partage le même continent, je crois qu'il y a des barrières de langue et des barrières culturelles qui peuvent freiner l'approche entre tous les pays africains. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Bon, moi, à mon avis, c'est un très bon projet qu'il faut soutenir parce que jusqu'à présent, notre continent, l'Afrique, n'a pas une institution très forte dans le domaine des médias pour pouvoir lutter contre les attaques extérieures. C'est ce que moi j'appelle les attaques extérieures parce que l'image de l'Afrique à l'extérieur est mal vue et il va falloir le travailler. Il va falloir le travailler. Et l'Union, il revient maintenant de droit à l'Union africaine. Et comme l'Égypte a initié le projet, l'Union africaine devait soutenir l'Égypte à la réalisation de ce projet pour que l'Afrique tout entière puisse informer son peuple. Voilà, donc...
Si on parle du marché du travail, est-ce que vous voyez que les Africains actuellement sont formés afin d'être vraiment les curseurs d'un tel développement comme celui proposé par la Chine avec plusieurs projets de développement qui montent à 60 milliards de dollars au continent? Nous, les Africains, on peut assumer ces projets. Oui, l'Afrique a assez de ressources humaines, mais dispersées. Bon, dans la majorité des ressources humaines africaines sont dans la diaspora. Et ce qui cause que beaucoup de ces intellectuels ils sortent de l'Afrique, c'est à cause de l'insécurité et à cause de gouvernance, certaines gouvernances, c'est-à-dire que certains gouvernements qui gouvernent mal le pays, cela décourage certains intellectuels à rester dans le pays. C'est pourquoi ils s'adonnent à aller dans d'autres pays. Mais vu déjà que la Chine va investir massivement, ça va encourager le Ça va retour. diminuer quand même le taux de chômage. Bon, ça va d'abord encourager les intellectuels africains de la diaspora à rentrer parce qu'il y aura beaucoup de projets. Donc il va falloir amener ces intellectuels en Afrique, il faut les encourager à rentrer en Afrique. Il faut des projets. Les chefs d'État ou bien certains États doivent initier des projets de retour des intellectuels de la diaspora vers leur pays, pays de base. Donc maintenant, une fois qu'ils seront sur le pays, maintenant, et avec les locaux, maintenant, ils vont essayer de réduire le taux de chômage parce que, vu qu'il y aura déjà beaucoup de projets, donc tout projet qui doit fonctionner, ça doit fonctionner toujours avec les ressources humaines et ça doit fonctionner toujours avec les employés. Donc, autrement dit, le taux de chômage va diminuer. Voilà. Et l'impact sur les modes de vie et le niveau de vie des Africains, vous croyez que ça va s'améliorer à travers des projets pareils ou les projets dits nationaux ou grandioses méga-projets ont un impact sur une économie de l'État qui devient plus solide sans que ça touche vraiment ou sans que ça améliore vraiment le niveau de vie de l'homme ordinaire? Bon, à mon niveau, moi, ce que je comprends de cela, c'est que beaucoup plus on investit, beaucoup plus le taux de chômage diminue, beaucoup plus le taux de chômage diminue, beaucoup plus la vie sociale des populations africaines doit aussi changer. Donc ça, c'est quelque chose qui va de pair. Oui. Voilà. Alors, également, le président chinois a assuré que la Chine annulerait une partie de la dette des nations africaines les moins développées. Ça, c'est une décision à louer. Et oui, vous croyez... c'est une belle décision même à louer, à encourager. Oui, parce que c'est déjà un pas. Parce que si on veut aider quelqu'un, on ne doit pas encore l'enfoncer. Vous voyez, on doit l'aider vraiment. Donc c'est dans cette optique que la Chine préfère, plus elle investit, plus elle doit aussi annuler certaines dettes pour pouvoir aider les États déjà appelés des États pauvres à vraiment se relever. Voilà. Alors, grâce à ces investissements. À travers son discours devant ce forum, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a parlé d'un point assez critique un peu, c'est qu'il a plaidé pour le règlement de certains déséquilibres entre la Chine et ses partenaires. Il parle bien sûr de point de vue contrat, profit, importation, exportation. Alors, est-ce que vous croyez que ce point est vraiment clair et crucial ou ce sont des alarmes contre... Non, c'est des alertes. C'est une bonne idée parce que c'est des alertes que le président Cyril voulait alerter les autres États africains de faire attention quand on négocie des contrats avec des grandes puissances. Il va falloir vraiment bien étudier les dossiers avant de conclure le contrat. Voilà, c'est ça, c'est des alertes
Voilà. Également, il y a eu des contrats en ce qui concerne les télécommunications, surtout avec le Niger, avec un prêt de 328 millions de dollars de la banque chinoise Import-Export. Télécommunications, ça veut dire également tout ce qui concerne la nouvelle technologie, Oui, découvrir le monde entier à le travers monde de l'Internet, que ce soit de la téléphonie et tout et tout. Donc, c'est un bon projet, on peut toujours encourager parce que la Chine, moi, ce que je dis et je le redis encore, la Chine a la réelle volonté d'investir. La Chine se focalise beaucoup plus dans le domaine économique, commercial. Le domaine politique n'intéresse pas trop la Chine. Parce que, en un dernier mot, la Chine n'a pas colonisé l'Afrique. La Chine, c'est un partenaire de l'Afrique. C'est ce que les Occidentaux doivent savoir. La Chine, c'est un partenaire de l'Afrique. Et aujourd'hui, c'est difficile de coloniser un État. Parce que le monde a évolué. Nous sommes au XXIe siècle. Le monde a évolué. Il y a beaucoup de grandes puissances. C'est difficile qu'un pays... Parler de colonisation militaire, mais là... Colonisation dans tous les sens. Oui, là, on parle... que ce soit politique, militaire, culturel, tout. Ou domination économique, ça peut également... Domination économique, on peut dire, mais généralement, c'est des partenaires. Oui. On parle de partenariat. Oui, justement, je reviens encore et encore à ce point, c'est que comment l'Afrique peut-elle se protéger pour que ça ne soit pas une occupation ou une domination économique? Comment peut-on garantir... L'Afrique maintenant, comment l'Afrique doit se protéger? D'abord, en Afrique, nous avons des grands États. Ces grands États doivent s'affirmer devant les grandes nations. Ils doivent s'entendre. Donc, je reviens encore, l'Égypte, le Nigeria, l'Afrique du Sud, l'Algérie, ces grands États doivent s'entendre. Parce que dans une maison, il y a toujours des aînés. Donc les aînés, ils doivent s'entendre. Si les aînés ne s'entendent pas, c'est le chaos. Voilà. S'ils s'entendent maintenant, toute agression venant de l'extérieur sera bloquée. Mais si les grands États ne s'entendent pas, c'est là où il y a problème. Là, il y a des failles. Il y a des failles. Mais vu déjà que je vois que la Chine, qui investit en direction de l'Afrique, s'intéresse pas mal à ces grandes puissances, ces grands États en Afrique. Donc déjà, c'est un atout. Donc ces grands États doivent être d'abord bien sécurisés. Voilà, ils doivent être en sécurité pour sécuriser les autres. Si les grands États en Afrique ne sont pas en sécurité, c'est que l'Afrique n'est pas en sécurité. Voilà. Là, en lisant les points majeurs de cette coopération, malheureusement, je n'ai pas vu de clause concernant la collaboration ou la coopération en ce qui concerne l'éducation, ni la santé. C'était des infrastructures. Avec la Chine? Oui, des infrastructures, c'était des méga-projets très ambitieux, mais restent les deux éléments qui, le domaine de l'éducation et tout ça, c'est un peu politique et culturel. Vous voyez, le domaine, comme tout à l'heure, je vous ai signalé que la Chine ne s'intéressait pas beaucoup plus dans le domaine politique. L'éducation, la culture, la Chine voit d'un œil beaucoup plus politique. Donc, elle s'intéresse beaucoup plus dans le domaine économique et commercial. Donc, c'est là où la Chine se focalise. Maintenant, il revient maintenant aux Africains. On reçoit les investissements chinois, on reçoit les grands travaux. Maintenant, comment à nous, au niveau de l'Union africaine, maintenant, initier des projets? Le projet de l'éducation, ce sera le projet de la culture, ça sera très important. Donc, l'Union africaine doit initier des projets dans le domaine de la culture. Voilà. Oui, alors culture, comme on a dit, ou éducation, formation, santé également reste le point majeur, c'est la lutte antiterroriste sur tout le continent. Sur tout le continent, on souffre de quelques actes de terrorisme d'un moment à l'autre. Alors également une collaboration étroite. Les États africains, en ce qui concerne ce projet, sont vraiment beaucoup demandés par les populations et les gouvernements.
Oui, parce que vous savez que le projet de la lutte contre le terrorisme, c'est un projet très important. Parce que l'insécurité et les attaques terroristes dérangent les pays, la stabilité des pays. Oui. Ça dérange. Et dans le domaine des investissements, il faut, pour tout investisseur, pour qu'il investisse, il faut que le pays soit sécurisé. Si le pays n'est pas sécurisé, pour cet investisseur, ça sera un investissement à risque. Donc, à long terme, il va falloir que les États africains, ou soit au niveau de l'Union africaine, il y ait un bon projet de lutte antiterroriste. Et surtout les grands pays comme l'Égypte, le Nigeria, l'Afrique du Sud, ils doivent être des pièces maîtresses. Également, il faut là citer les quelques pays africains qui ont terminé des pages sanglantes de guerre et maintenant regardent l'avenir avec un œil beaucoup plus positif. Plusieurs pays du continent, on peut citer le cas de Rwanda par exemple, qui essaye de se mettre sur les bons rails avec la capitale qui est devenue la capitale du tourisme africain. Oui, le Rwanda a évolué et personne n'imaginait qu'après leur génocide, le Rwanda est passé à une vitesse vraiment étonnante. Toute l'Afrique, tout le monde entier parle du Rwanda. Et cela aussi, c'est pas facile. Ça n'a pas été facile parce qu'il va falloir avoir un bon leader pour mener un développement pareil au Rwanda. Alors là, on compte sur la sagesse des leaders africains. Nous encourageons beaucoup plus le président rwandais. Oui, le président Paul Kagame, de ses initiatives, parce que c'est lui qui a fait relever le Rwanda. Donc c'est grâce à... Alors, ça nous donne espoir et également ça nous donne envie de voir cette évolution sur partout le continent africain. Et je suis sûre que le continent africain, dans quelques années, sera parmi les grandes puissances économiques au monde entier. On compte sur la population africaine, sur la sagesse de nos leaders et également sur la richesse que Dieu nous a dotée. Oui, le continent africain, c'est le plus riche des continents. Donc, c'est le dernier continent. Oui, donc vous voyez que d'ici 2020, il y aura beaucoup de grands projets. Vous voyez déjà que même la Russie, qui n'était pas beaucoup intéressée de l'Afrique, maintenant s'intéresse en Afrique. La Russie maintenant commence à redescendre en Afrique, donc même y compris les États-Unis. Ils étaient beaucoup plus retirés de l'Afrique, maintenant ils retournent en Afrique. Donc c'est Mais moi, ce que j'ai comme message à donner aux Européens, ils doivent se rectifier un peu. Parce qu'ils étaient les tout premiers et les tout derniers. Vous voyez, donc ils doivent se rectifier. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Et la Chine, qui est le dernier, qui devient le premier, c'est étonnant. Voilà, donc il va falloir se rectifier. Voilà. Alors, on l'espère bien et je tiens à remercier mon invité, M. Alfred Camus-Djesnan, qui est rédacteur en chef d'un magazine et expert en affaires africaines. Et je tiens à vous rappeler qu'aujourd'hui, on a parlé de la collaboration entre la Chine et l'Afrique. Et là, il faut citer que le président Abdel Fattah el-Sisi, quand il a entamé son premier mandat, il était très clair en ce qui concerne le retour de l'Égypte au continent africain comme une grande sœur et comme un partenaire équitable aux Africains avec un meilleur avenir pour tous les Africains. Et en espérant de voir cet espoir se réaliser en réalité, je tiens à vous remercier, passer d'excellents moments avec la suite de nos programmes sur Nile TV International. Merci bien d'être parmi nous. Merci, c'est moi qui vous remercie. Bonsoir. Merci.